Nous nous sommes arrêtés au chapitre 2, c'est ça? Chapitre 2, le principe du pollueur-payeur, c'est ça? Très bien. Délégué, dès que vous êtes assis, je commence. Vous voulez faire quoi? Le chapitre 2, le principe du pollueur-payeur. Avant d'être juridique, le principe pollueur-payeur est d'abord un principe économique. Il est dégagé par la théorie des externalités qui a été développée au milieu des années 1920 par l'économiste anglais Pigou. Cette théorie observe que la production ou la consommation d'un bien ou d'un service provoque des effets externes et que le coût de ces derniers n'est pas pris en compte dans le calcul du coût de production. Partant de cette observation, elle pose la règle d'allocation des coûts au principe pollueur-payeur, qui exige que le coût social, c'est-à-dire le coût des externalités, soit internalisé, autrement dit, intégré dans le coût de production. L'environnement, à travers les dégradations dont il est l'objet, offre de nombreux exemples d'externalités. Le principe pollueur-payeur est adopté pour la première fois par l'OCDE en tant que principe économique dans l'une de ses recommandations de 1972 qui ne sont pas contraignantes. Par l'affirmation de ce principe, l'organisation incite ses États membres à cesser d'accorder à leurs entreprises nationales des subventions destinées à financer des mesures anti-pollution, car ces subventions provoquent des distorsions de concurrence dans l'économie. Il revient alors aux pollueurs de supporter le coût des mesures de prévention et la lutte contre la pollution. Par la suite, le principe est devenu juridique grâce à sa consécration par de nombreuses conventions internationales, dont le protocole sur l'eau et la santé de Londres 1999 et son adoption par la plupart des législations nationales. Selon la loi cadre camerounaise, par exemple, relative à la gestion de l'environnement, le principe signifie que les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci, la remise en état des sites pollués, doivent être supportés par le pollueur. Il convient ici d'analyser le contenu du principe pollueur-payeur avant, ensuite, sa mise en œuvre. Section 1, le contenu du principe pollueur-payeur. Dans sa formulation lapidaire et expressive, le principe paraît d'une signification claire et simple, mais en réalité, ce principe soulève de nombreux problèmes complexes qui concernent sa double dimension, celle qui est relative à la pollution et celle relative au paiement. La dimension relative à la pollution. La détermination du pollueur pose des difficultés à la différence de la notion de pollution. La notion de pollution. Au terme de la loi cadre de 1996, la pollution désigne toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible de
d'affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable de l'homme, de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, pour la sécurité, pour le bien-être de l'homme, pour la flore, la faune, l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols, les biens collectifs et individuels. Au regard de cette définition de la loi cadre, il n'existe de pollution qu'anthropique, donc qui résulte du fait de l'homme. Écarter ainsi la pollution naturelle qui résulte des phénomènes naturels qui ont des conséquences semblables à celles qui figurent dans la définition législative. Jusque-là, ça va? La pollution est multiforme. Elle est variable par son objet et peut toucher les eaux continentales ou maritimes. Elle peut toucher le sol, l'air, la flore ou la faune. Sur le même plan, elle peut être sensorielle, donc pollution sonore ou olfactive. Par sa nature, la pollution peut être solide, liquide ou gazeuse. La pollution humaine, par sa fréquence et son ampleur, est celle qui incomparablement nuit à l'environnement. Elle est essentiellement due à la production des déchets. La production des déchets, qui est une donnée permanente de la condition humaine, n'est pas nécessairement polluante. Elle est fonction de la capacité de l'homme à transformer les ressources naturelles et la taille de la population. L'industrialisation, l'urbanisation, la croissance démographique sont les facteurs principaux de pollution. Les zones industrielles et les mégalopoles sont en général les zones les plus polluées de la planète. Bon. Mais la gravité de la pollution peut être atténuée par les efforts, les moyens de réduction et la lutte contre la pollution qui sont mis en œuvre. Là, j'ai pas lu Douala est la ville la plus polluée du Cameroun. Pourquoi? Parce que à Douala, il y a beaucoup de monde, d'accord? Il y a beaucoup d'entreprises également. Il y a le port à Douala, pas à Yaoundé, d'accord? Donc, on verra que Douala étant une ville économique, c'est la capitale économique du Cameroun, on a plus de personnes qui sont dans des activités socio-professionnelles qui peuvent avoir une incidence sur la propreté, sur l'environnement, sur... Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on dit, et je l'ai dit ici, quand on parle de pollution, il faut tenir compte de divers éléments. Il faut prendre en compte la population. Plus une ville est peuplée, et davantage il y aura de la pollution dans cette ville. Dans une ville peuplée, il y a la démographie. Dans une ville peuplée, il y a le développement. Qui dit développement voudra dire quoi? Ça veut dire que la ville est grande et pour partir d'un bout à l'autre, beaucoup de personnes voudront avoir des moyens de transport. Les ménages seront grands, les ménages vont produire beaucoup de déchets, d'accord? Donc, c'est différent. C'est pourquoi quand on parle de pollution, je dis, quel pays, à quelle superficie? Voilà les deux questions que je pose généralement, n'est-ce pas? Tel pays, à quelle superficie? À peu près combien d'habitants? Sur cette base, on peut savoir que même s'il y a des mécanismes mis en place, mis en œuvre pour juguler la pollution, ces mécanismes ne peuvent pas être totalement appliqués dans un espace où il y a plus de monde. Il y a une plus grande superficie, il y a plus d'habitants. D'accord? Jusque-là, ça va? Il y a une question? Bienvenue au retardataire. Vous me dites merci, madame. Vous habitez seul ou vous habitez en famille? Vous habitez en ville, en famille? Dans le week-end, je pars. Et il paraît qu'aucun de vos camarades n'a mangé camerounais. Est-ce que c'est normal? C'est l'environnement. Quand ils partiront, ils diront, au Cameroun, dans cet environnement, il n'y a pas assez de choses. Il n'y a pas eu de la nourriture qui les a créés, qui les a égayés. Il ne faut pas gâter mon pays. Oh. Non, faites rapidement ce programme parce que ce n'est pas normal. Ils sont là, ça fait quoi? Un mois?
On va dire c'est quel genre d'environnement. Ils sont dans quel genre d'environnement où il y a les sauces jaunes, il y a les pluies, il y a les coquilles, il y a les follow. Il y a tellement de nourriture et ils mangent du riz. Il faut l'hospitalité d'abord. Il faut quoi? Ah, nous sommes très hospitaliers. Je ne sais pas dans quel quartier vous habitez, mais ça craint. Même en classe ici? Ça ira. Tout le monde n'est pas moi. Oh. Il y en a qui sont un petit peu timides, d'autres un petit peu introvertis. Donc, il faut essayer d'aller au-delà du peu d'efforts que vous fournissez pour briser, d'accord, pour briser la protection qu'il y a autour de ces personnes introverties. Ce n'est pas un problème d'accueil, d'accord? Il y en a qui ont peur des étrangers. Vous comprenez? Le doyen ne parle plus. C'est parfois une question de peur. Ils ont peur d'oser. C'est quoi? C'est pas la peur. C'est quoi? Comment? Maintenant, il y a un peu de réserve parce que les Camerounais ne sont pas du tout du doigt. Ah bon? Oui. Ils ont crié dessus, hein, parce qu'on n'est pas dit demander de maison. Est-ce que vous avez des gens en location? Vous, comme ça, vous les maisons, et puis nous n'en pas à continuer à plus rien dire jusqu'à ce qu'on un vieux, je suis pas, Ils sont très agressifs. Ils sont très agressifs. Wow. Dernièrement, on est allé faire un retrait à Express Union, juste en face de l'université. La dame, au lieu de nous recevoir, elle nous crie dessus, alors que Ah oui, non, pour l'accueil dans des Express Union et des trucs comme ça, c'est courant. Même avec nous-mêmes, entre nous là, ça ne va pas. J'ai traité quelqu'un d'aigri l'autre jour, ma collègue s'est mise à rire. Je prends l'avion, je veux traverser, je lui pose une question, il me répond bizarrement, je dis qu'il m'attendait. Est-ce que c'est de ma faute si vous êtes aigri et frustré? Il y a une chose qu'on n'achète pas. Moi, c'est ma philosophie. Il y a une chose qui vient de nous et qui dépend de nous. Le sourire, on ne l'achète pas. C'est pourquoi quand je suis entrée dans cette salle, je vous ai dit quoi? Si vous êtes nerveux, on ne sera pas d'accord. Soit moi, je vais sortir, soit c'est vous qui sortirez de cette salle. Parce que j'estime qu'un petit sourire peut changer la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes dans leur propre vie que lui donner du sourire, lui donner un mot, lui dire quelque chose qui l'amène à rire, lui fera du bien. Vrai Camerounais, mais nous-mêmes là, ils ne nous laissent pas. Ils ne nous laissent pas, tu arrives quelque part, quelqu'un dit, on l'a forcé à être là. On n'a pas forcé à être là. Il a cherché du travail, à supplier Dieu, à supplier les gens. Maintenant qu'il a ce travail, il vient faire le neveu. Mais je ne viens pas chez toi te demander à manger. Donc, au nom de certains Camerounais gentils, moi je vous demande pardon. Parce qu'il y a des gens qui ont mentalité rétrograde, mentalité de pygmée, mentalité des gens qui n'ont jamais sorti de la caverne. Je sais, c'est le réflexe, parce que sinon, quand ça va revenir, je vais m'oublier, je vais un peu prendre. D'accord? Donc, il y a des gens qui sont comme ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'aime pas ce genre de personnes. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc, une fois de plus, hé, Camerounais, amenez-les manger. C'est quoi? Vraiment. Il veut jouer au foot? Attends, avant de jouer, il faut manger. Ou après foot, il faut manger. Quel creuser? À force de trop creuser, il n'y a pas d'énergie. Quelqu'un va se trouver et tomber. Après, vous allez faire comment? Président diplomatique. Pourquoi vous voulez mettre au Cameroun dans des problèmes? Vous n'avez pas quoi? Mais maintenant, est-ce qu'on a dit que pour faire le sport, on ne doit pas manger? Donc, bien vouloir nous pardonner.
Vous savez, quand les gens vivent dans un environnement bizarre, il n'y a rien qui les amène à peut-être sourire. Oh. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est là en train de réfléchir que mes enfants sont partis à l'école sans manger, je ne sais pas ce qu'ils vont manger quand ils vont revenir. Il a plein de problèmes. Mon mari n'a pas personne. Donc, il a tellement de problèmes dans sa tête qu'il cherche un punching ball pour se défouler. Alors, vous tombez dessus et vous encaissez. Donc, essayez de vous dire que la personne souffre peut-être beaucoup dans son cœur. D'accord? Ne le prenez pas mal. C'est pourquoi Dieu a envoyé les Ivoiriens ici. Donc, quand il fait ça là, vous l'embrouillez, vous l'embarquez, vous lui dites qu'il ne sait même pas que vous êtes la belle famille. Et la belle famille, on doit s'occuper de la belle famille. Il faut leur rappeler que vous êtes la belle famille. Vous êtes les matchs, les cartes. Tu n'étais pas là en décembre. Demande à ceux qui étaient là en décembre. Mais nous, on est venus maintenant, Ça enregistre encore ou tout s'est arrêté? Ça enregistre. D'accord, donc. Il y a un Camerounais qui nous a invités au moins. Il est gentil. Lequel Camerounais? On ne le connaît pas, mais c'est si on s'est connu, il nous a invités hier à manger. Donc, je ne dis pas que tous les Camerounais sont mauvais. Donc, il y a certains Camerounais. Non, vous êtes tombé sur des gens bizarres. C'est comme ça. C'est de quoi? Alors, je peux continuer le cours? Très bien. B, la détermination. Il est où le délégué? Il n'est pas là, il est où quand même? Il est là, il est où? Est-ce qu'il a dit qu'il est technicien? Le pollueur, c'est une personne qui commet un acte de pollution. Je continue. La loi cadre, par exemple, du Cameroun, je l'ai dit, dans chaque État, il y a une loi qui dispose de manière générale sur l'environnement. Je dis dans chaque État. Alors, quand je dis loi cadre du Cameroun, sachez que de manière transposée dans vos pays, cette loi, vos lois cadres parlent de la même chose, mais dans d'autres thèmes. D'accord? Donc, ne restez pas figés à ce qu'elle veut nous rendre camerounais ou quoi. C'est pas ça. D'accord? Le droit de l'environnement, c'est que il y a des textes généraux et c'est chaque pays qui le transpose dans son pays. D'accord? Et maintenant qu'il applique selon ses us, selon ses coutumes, selon ses traditions, d'accord? Selon ses mentalités également. D'accord? Bien. Le pollueur, c'est toute personne physique ou morale qui émet un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel. L'identification du pollueur, c'est-à-dire sa qualification en tant que telle sur la base de la définition juridique, peut être simple. C'est souvent le cas dans le secteur de la production. Les exploitants des usines de production industrielle, vous n'avez pas de téléphone, vous me regardez. Ah, vous avez quelque chose? Vous avez votre cours? Ah, d'accord. Parce que je dis, vous ne regardez pas, mais c'est moi que vous regardez. De temps en temps, j'aimerais lever ma tête et ne voir aucun regard sur moi. Vos regards sur votre téléphone, je me dis, ah, il me suit. Mais là, quand vous me regardez, je me dis, il se dit quoi dans sa tête? C'est souvent le cas. C'est souvent le cas dans le secteur de la production, des exploitants des usines de production industrielle ou artisanale qui rejettent des fumées ou des liquides polluants dans l'environnement sont aisément identifiables comme des pollueurs. Mais cette identification peut s'avérer complexe et donner lieu à des controverses. Dans les pays industrialisés notamment, les secteurs de transport et de la consommation sont le plus concernés. Pourquoi peut-on dire que les secteurs de transport et de la consommation sont les plus concernés en matière de pollution?
Oui, délégué. Moi, je pense que c'est en fonction de la quantité d'émission des gaz à effet de serre qu'on projette ce secteur. Qui d'autre? Oui. Pourquoi peut-on dire ou penser que, en matière de pollution, c'est les secteurs de production et de consommation qui sont les plus concernés? Production et consommation. Transport, autant pour moi. Transport et consommation. Pour le transport, les véhicules de transport utilisent le carburant. Or, le carburant brûlé fait du gaz carbonique, ce qui pollue l'air. Il y a aussi les pneus. Les pneus aussi, ils tuent avant d'être dégradés. Et consommation. En consommation, plus que les emballages ne sont pas des emballages biodégradables. Donc, puisque le plastique même fait plus de 100 ans avant de se décomposer. Consommation, oui. On peut voir en termes de déchets également, plus on consomme, D'accord. Plus il y a de ménages qui consomment, plus on pollue. Parce que pour faire le... Je prends même quel repas? Votre... Non, pour faire... Et quand même, donnez-moi un repas. Le plantain. Bon, pour faire locaux même d'abord. Pour faire attiquer, allons-y à attiquer. Il faut détruire la terre, défricher, couper les arbres. Tant pis s'il y a des espèces rares ou des espèces qui peuvent soigner quelqu'un, on détruit, on creuse le sol. Ça n'est pas. On a déjà touché on a pollué sur le plan, on a détruit quoi? La flore, la faune. Maintenant, enfin, on finit, on cultive, ça pousse, on coupe pour transporter du champ jusqu'à la maison. On fait appel à quoi? Un véhicule. Bien. Quand on finit enfin, on arrive à la maison, il faut éplucher. Tout ça là, ça sert à... Ça va où? À la poubelle, c'est des déchets. Donc, vous voyez que seulement pour avoir un locaux, on a touché combien de domaines? On a touché le sol, on a touché la faune, et même l'air, c'est le véhicule, et même les animaux sont en danger parce que le sépare qui était au niveau où vous avez cultivé, il a fui, il est parti ailleurs. Je me rappelle à une époque, on boycottait c'est pas le chocolat, Nutella. C'était dans les 2015. On boycottait, on faisait des publicités un peu pour boycotter le Nutella. Pourquoi? Parce qu'on disait que on utilise avec de l'huile de palme, donc on encourage, on doit couper les palmiers dans quoi? Parce que les orangutans, je n'ai jamais retenu bien le nom de ces petits animaux qui vivent sur ces plantes. Donc on dit qu'on coupe, ils n'ont plus où habiter. Donc ces personnes estimaient qu'on va déranger les orangutans, je ne sais pas, je prononce peut-être mal le nom des petits animaux là. Pourquoi? Parce que quand on détruit, on coupe, et ils n'ont plus où habiter. Donc il faut boycotter Nutella qui utilise les noix de palme, l'huile de palme et tout. Pour dire que quand vous allez planter le manioc pour locaux là, il y a des animaux qui ont leur terrier quelque part, ils sont obligés de partir et de s'enfuir et d'aller très loin. Donc, c'est pourquoi on peut parler de la consommation qui est la plus concernée, parce que pour qu'on puisse être là, pour avoir ça, c'est consommation, n'est-ce pas? Il faut couper les bois, il faut les scier, il faut pour qu'on en arrive là. Le pollueur étant le payeur, il est difficile ou impossible d'identifier un pollueur unique. Vous m'entendez au fond? Oui, parce que ma voix est encore à presque 100%, mais non 98%. Il est difficile ou impossible d'identifier un pollueur unique. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs pollueurs, de mesurer le niveau de pollution de chacun et de fixer en conséquence le montant relatif qu'il doit payer. C'est ce que je dis.
Maintenant, si on parle en matière de consommation de pollueurs-payeurs, le pollueur n'est jamais unique. Comprenez ce que je veux dire? J'ai pris l'exemple banal tout à l'heure. Vous qui avez votre champ, vous avez cultivé, n'est-ce pas? Vous avez la chaîne part d'où? De vous, qui vous êtes levé un matin, vous avez acheté un terrain, vous avez pris votre machette et vous êtes allé détruire les arbres. Tout part de chez vous. La chaîne commence. Quand vous finissez d'avoir votre manioc, la chaîne se prolonge. D'accord? Vous mettez en action celui qui a le véhicule. C'est ça, n'est-ce pas? C'est toujours votre manioc qui pollue. Est-ce que c'est vous qui allez payer seul? Ou, c'est pourquoi je dis, le principe pollueur-payeur n'est pas facile ne peut pas être efficace. Pourquoi? Parce qu'on ne détermine pas toujours le pollueur. Parce que la pollution peut être comme une sorte de chaîne. Elle qui me vend le manioc, moi je suis certainement l'avant-dernière personne de la chaîne de pollution. Pourquoi? Parce que quand je finis d'éplucher mon manioc, je jette les épluchures où? D'accord? Si je les jette dans le caniveau, j'ai pollué. Et les épluchures ont commencé où? Très loin. Pour qu'on finisse à Isakam, à la fin, il y a eu une chaîne la pollution s'est enchaînée. C'est pourquoi on parle de chaîne de pollution. La pollution n'est pas qu'elle commence là et s'arrête là. Elle a commencé quelque part. Cette bouteille d'eau qui va finir, je ne sais pas où, a commencé sa pollution ailleurs. D'accord? Moi, je fais peut-être partie de l'avant-dernière personne de la chaîne de pollution. Vous ne comprenez pas? Quand je parle, vous faites ça, ça veut dire que vous réfléchissez, vous ne comprenez pas, on ne se comprend pas bien. Vous comprenez? Je dis l'avant-dernière parce que moi, je vais boire, après la bouteille, je vais la jeter. Maintenant, quand je vais la jeter, elle va finir où? À la poubelle, certainement, et Isaac, on va la prendre et aller, quand on va aller incinérer, ça va produire quelque chose. D'accord? Mais maintenant, dans tout cela, ou si quelqu'un la prend, jette dans un caniveau, ça va continuer, ça va aller boucher quelque part, ça va créer les inondations et les gens vont perdre des biens matériels ou des vies humaines. C'est pourquoi on parle de chaîne de pollution. Une pollution ne commence pas et ne s'arrête là. Elle a sa chaîne qui a commencé quelque part et qui suit. Maintenant, dans le cadre d'une chaîne de pollution, comment on fait pour repérer les pollueurs-payeurs? C'est pourquoi, avec Pigou, il a estimé qu'au lieu d'externaliser, il faut d'internaliser les coûts, il faut les externaliser. Externaliser veut dire quoi? Ça veut dire que vous, tous qui êtes à l'extérieur, vous payez de manière indirecte. Ça veut dire quoi? Je l'ai dit la dernière fois. Si la bouteille d'eau pouvait coûter en principe, il y a, vous voyez quand on dit tout taxe compris, TTC, vous savez que TTC là c'est quoi? C'est les taxes, toutes taxes comprises. Ça veut dire que et les taxes de pollution, et les taxes des impôts, et les taxes, le consommateur paye tout cela en dernier ressort. Vous le savez? Même dans les plats de ndolé que vous mangez au restaurant, vous payez, je dis souvent, on me dit, ah, tel endroit c'est plus cher et tout. Je dis que oui. Parce que dans le prix d'un produit dans un supermarché, tu payes même le bonjour de la caissière. C'est pourquoi elle est obligée de te faire un sourire quand tu arrives. En France, c'est comme si on les paye pour sourire aux gens. Parfois, tu as juste besoin, tu es tellement déprimé, peut-être pas l'hiver, tu te dis, allons faire un lèche-vitrine parce que quand tu vas entrer, on va t'accueillir avec un sourire. Bonjour, vous allez bien? Il y aura quand même un sourire. Il y aura un sourire. D'accord? Donc, un sourire? Non, pas toujours. Hein? Pas toujours, parce que derrière des sourires, il y a les sourires. Moi, il y a des gens à qui je dis, ne me fais pas des sourires des blancs. C'est pas un sourire. Le sourire d'une tierce de seconde, c'est pas. D'une tierce, c'est pas. Sourire, c'est. Donc, on doit ressentir que dans le sourire, tu as pris du temps pour sourire, pas. Ah, il est là, le VAR. Mais quand le VAR arrive en retard, il commence son temps à partir de quel moment?
Le VAR. Donc le VAR était là, c'est moi, mes lunettes, il faut que je les nettoie alors. Ah, d'accord. Bienvenue VAR. Donc, c'est pourquoi on a estimé qu'il faut externaliser les coûts de la pollution. Ça veut dire que dans ce que vous consommez, au final, vous payez les coûts de la pollution dans le prix final que vous payez en tant que consommateur. Le léopard qui retrouve ses éléphants. Bienvenue. Très bien. On continue, on fait comme si on a... Oui. Oui. Il a dit qu'il est difficile de déterminer la nature pollueur pour les pays industrialisés. Parce que ça suscite des problèmes. C'est ce que j'explique. Parce qu'il n'y a pas de pollueur unique. Moi, je peux... Ceux-ci ont fabriqué leurs bouteilles, n'est-ce pas? Mais ils ne vous ont pas dit, allez jeter dans les caniveaux. Maintenant, quand les bouteilles s'entassent dans des caniveaux, des inondations, bouchent les caniveaux et créent des inondations, est-ce que c'est ceux-ci qui sont responsables? Non. Dans ce cas, est-ce que tu vas aller attraper ce qui fait sa super brasserie? Je ne sais plus. Tu vas aller arrêter cette société, lui porter plainte parce qu'il y a eu une inondation dans ton quartier à cause de l'accumulation des bouteilles vides en plastique, et puis l'eau a débordé, et ta maison a été inondée, et tes biens ont été perdus. Non! Vous voyez? C'est ça, c'est pourquoi on dit que c'est difficile. Alors, je peux faire quelque chose, mais je ne suis pas comptable de l'utilisation de cette chose. C'est pourquoi les fumeurs peuvent voir dans certains cartons, on impose quand même aux fumeurs de dessiner les cas bizarres des dangers de la cigarette sur la santé. C'est ça, n'est-ce pas? Et même dans les bières, on met en toute petite écriture, c'est la note. On devait mettre ça en gros et en gras. Alors, si c'est interdit à moins de 18 ans, c'est des trucs bizarres. Mais ils mettent un tout petit caractère. Un peu pour dire, vous pouvez ne pas lire, c'est pas grave, hein, buvez. D'accord? Mais ils vous diront, on a quand même dit, on a écrit, on a informé, d'accord? On a informé qu'il y avait des dangers à beaucoup boire. Et on a demandé que les gens de moins de tel âge ne boivent pas. Mais c'est un tout petit caractère. Donc, quand tu veux boire, tu ne vas pas lire. Qui a déjà pris la peine de partir lire avant d'acheter quelque chose? Combien de personnes le font? Oui, moi, c'est quand je me suis dit, il faut que je fasse le régime. Quand je décide de dire que je dois maigrir, c'est là que je commence à faire tel pourcentage, c'est combien de matière grasse. Tu regardes. Et si j'ai besoin de magnésium, entre le magnésium-ci et le magnésium de telle eau, qu'est-ce qui peut être bien pour moi? C'est seulement à ce moment-là. Mais si ce n'est pas le cas, l'eau, c'est l'eau. D'accord? Une autre question? Ah, il est revenu avec pollueur-payeur, c'est ça? Nous sommes dans le cadre jusqu'alors, on n'arrive pas à bien Oui. Comment ce principe de pollueur-payeur va être appliqué lorsque nous sommes dans un cas de chaîne de production? Je n'arrive pas bien. Le principe s'applique au producteur qui va à son tour externaliser le coût de la pollution. Ça veut dire que si ma bouteille d'eau devait revenir à 100 francs, on me dit au regard de ton activité, il y aura des conséquences par rapport à tel aspect. Tu dois payer en moyenne tel montant. Moi, qu'est-ce que je fais? J'externalise le montant que j'ai payé. Et vous m'aidez à le payer. Parce que vous-même, vous allez polluer. D'accord? Donc, le coût de ma pollution que j'ai payé en amont se répercute sur chaque consommateur. C'est ça, externaliser le coût de la pollution et non plus l'internaliser. C'est le consommateur qui paie. Non, le consommateur paye sa pollution. Et
L'usine paye, mais il vous facture la pollution dans les coûts. Vous payez votre pollution. L'usine participe parce que lui, il a donné ce genre de bouteille. L'usine pollue dans plusieurs domaines. D'accord? Et maintenant, parce que c'est pourquoi on va le voir. Quelquefois, ils sont obligés de respecter des normes. Quand tu fais des plastiques, il y a des normes. Ton plastique doit être, je sais seulement qu'ils doivent respecter des normes quand ils fabriquent des produits. Normes des produits. D'accord? Il y a des normes de qualité, les normes, c'est ça les ISO. D'accord? C'est pourquoi ils doivent respecter des normes pour que ça pollue moins. D'accord? Plus tu respectes les normes, quand c'est que ta bouteille est peut-être facilement recyclable, tu paieras moins par rapport à une bouteille qui ne peut pas être recyclée. En fait de compte, c'est l'individu. C'est pas en fin de compte, vous aussi, comme vous polluez là. Parce que c'est pas le producteur qui va vous dire allez jeter dans la poubelle et pas dans le caniveau. Vous aussi, vous devez payer quand même. Mais on ne revise pas le fait que nous on paie. Mais en fait de compte, quand on analyse tout se résume à celui qui consomme. Mais c'est le consommateur qui est à la fin de la chaîne. La voiture qu'on fabrique, la voiture en elle-même n'a pas de problème. Est-ce que les voitures, moi j'appelle ça les voitures qui chassent les moustiques, qui tuent les moustiques dans toute la ville là. Vous voyez déjà, rouler derrière une voiture qui a le tuyau d'échappement qui vous donne une fumée noire, blanche et noire, vous ne pouvez pas voir devant. C'est comme si on leur a dit, va tuer tous les moustiques du quartier là. Est-ce que c'est le consommateur quand il fabriquait sa voiture? Il vous a demandé de garder la voiture jusqu'à ce niveau-là. Le consommateur doit payer. Vous devez payer. Et bien payer parce que c'est vous qui entretenez très mal votre voiture. Vous avez dit ce que les producteurs payent, ils répercutent ça sur le prix. Oui. Donc, Oui. il dit que lui, nous, on dit seulement que nous, on ne dit pas que le consommateur ne doit pas payer, mais que le producteur est remboursé. C'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que ce que lui, il a payé, il répercute ça sur le prix. Oui, vous assumez également une partie. Donc, c'est en réalité, lui, il paye. Mais il paye. Il repartit. Oui, essayez. Écoutez le VAR. J'avais bien dit l'histoire de pollution, si je savais. Délégué, j'aurais quand même besoin d'un verre. Sauf si ils envoient une petite bouteille, parce que moi, je ne peux pas boire avec le bidon haut. La boîtier, je donne un exemple, c'est une question de pourcentage. Parce qu'ils sont aussi surveillés. Donc, ils prennent peut-être la moitié, et c'est cette moitié-là qu'ils vont répartir sur les consommateurs. C'est cette moitié-là que les consommateurs vont donc payer. Eux, à leur tour, dans leur bénéfice, ils pourront lever la seconde moitié pour pouvoir payer les taxes. Je te dis ça pourquoi? Parce que c'est pas que je suis en train d'inventer. Mais en fait, j'ai vu quelque part un jour que dans le principe, je crois que c'était le poids économique du plan à la budget, un truc comme ça, où ils devaient recueillir des taxes et puis ils surveillaient en fait les usines, c'était les usines de plastique, si je me rappelle bien. Le poids économique surveillait et puis c'est-à-dire, comment je vais dire, c'est comme s'ils envoient un superviseur pour aller calculer en fait les différentes taxes et autres. Comment? Non, il peut être corrompu. Donc, c'est quand on doit les dire, c'est de manière légale. Ça, on n'est pas dans la corruption. Voilà. Donc, c'est comme ça en fait que je sais que ça fonctionne. Moi, la dernière fois, je suivais une information sur Info 24. On disait que le coût des médicaments aux États-Unis est excessivement élevé, vu que l'État des États-Unis n'arrive pas à surveiller le processus de fabrication jusqu'à la fixation des coûts de ces médicaments. Ça fait que le coût des médicaments est plus élevé et ça fait que ça revient très cher aux consommateurs. Ça, c'est aux États-Unis. L'État n'arrive pas à faire cela. Et chez nous ici, est-ce que
nous avons des dispositions qui permettent de surveiller le coût de fabrication d'un produit X jusqu'à la fixation du prix pour que le consommateur ne soit pas la seule personne qui paie et la pollution tout ça, et tout ce qui va avec. Il y a des mécanismes mis en œuvre. Il ne faut jamais oublier cela. Et ça, je ne vais pas m'arrêter de mettre l'homme en avant. La loi peut bien ficeler tout ce qu'elle veut. D'accord? Pour le bien-être de la population d'un État. Mais maintenant, c'est au ministre de décider que maintenant, je vais envoyer des gens là-bas. D'accord? Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il va prendre l'enveloppe. Maintenant, si quelqu'un va s'aborder un travail quelque part, à qui la faute? Il y a des routes ici dans ce pays qui ont été déjà très bien faites, qui sont des routes impeccables, mais rien de tel n'est fait sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais personne qui se lève pour aller suivre ce qui est censé avoir été fait. Donc, il y a toujours ce laxisme qui fait que les gens ne se lèvent pas pour suivre. Ils sont occupés à autre chose. D'accord? Mais je puis quand même vous assurer que certains départements veillent. En matière de la santé, il y a des ministres qui peuvent descendre sur le terrain ou envoyer des équipes pour aller voir que ça se passe comment, ça se passe comment. Si je comprends bien dans le mécanisme, encore dans la gestion de l'environnement, au sein du ministère de l'Environnement, il devait y avoir des experts formés dans le cas de... Il y a des organismes spécialisés. Un organisme chargé de tel organisme, telle structure chargée de, mais parfois ces structures ne font. Les mairies sont censées veiller à ce que tous les bâtiments qui se construisent aient un permis de construire. Par exemple. Mais ils ne le font pas. D'autres habitent leur maison. C'est là que la mairie se rappelle que, la maison, est-ce qu'elle a même un permis de construire? Un matin, on arrive chez toi, on te dit, permis de construire. Pourtant, tu as construit, tu as terminé. Mon frère, il construit vers la sous-préfecture là-bas. Lui, c'est un R+1, 4 appartements. Il a fini l'élévation, la fondation, il a fini. Il a fini l'élévation, il a fait le chaînage. C'est quand il lance maintenant la dalle, qu'un matin, une équipe de la mairie vient pour dire arrête des travaux, où est le permis de construire? En réalité, même pour s'acquérir, par exemple, une portion de terre, il faudrait d'abord avoir le certificat opérationnel. Non, portion de terre, ça c'est un autre aspect. Quand tu as tous ces papiers-là, ça relève du foncier. Maintenant, pour bâtir, il faut un permis de bâtir qui est délivré par la mairie. Mais est-ce que ces personnes descendent vraiment sur le terrain? Et peut-être quelqu'un habite le quartier où il est allé rendre visite à quelqu'un, il a vu quelque chose, après il rentre au travail, il leur dit, bon, il faut qu'on descende là-bas. Ou quelqu'un m'a dit que, mais en principe, il devrait descendre. Mais est-ce qu'il y a donc des équipes pour faire cela? Est-ce que la mairie de Soa peut aller partout? Chercher ceux qui ont commencé les chantiers. Moi, j'ai commencé il n'y a pas de permis Moi, droit de l'environnement qui vous parle là. Il n'y a pas de permis et je sais que je prie qu'ils ne viennent pas. En attendant, oui. Ça remet un peu à l'ODP, occupation des domaines. Il y a des personnes qui n'ont pas de magasins. Au bord de la route. Comme ces jours-ci. Partout à Yaoundé, on a cassé quand il fallait agrandir la route. On les casse et ils pleurent. Tu as déjà construit ta maison. Tu as mis le portail, tout est parfait. Tu te dis, tu dois couler les beaux jours maintenant. On vient un matin te dire, tu as occupé le domaine public. La route doit passer. On va diviser ta maison. J'ai vu des gens, on divise ta maison en deux. Parfois, on ne te dit pas. Parfois, on te dit avant. Mais un matin ou un soir, tu découvres seulement qu'il y a des engins qui divisent. Si tu avais écouté, obéissant, pour enlever rapidement tes choses, tant mieux. Ou tu sors rapidement négocier pour dire, avant de casser, laissez-moi enlever. Et là, tu leur donnes quelque chose pour qu'ils ne cassent pas à l'instant. Où on casse, on divise ta maison comme ça. Et tu te dis, mais ils ont quoi dans leur cœur, ces gens-là, pour être méchants? Mais ils ne sont pas méchants, c'est nous qui sommes rebelles.
Madame, en fait, le truc, c'est pas que nous sommes rebelles. C'est parce qu'il y a des gens qui en fait, qui n'ont pas la connaissance du texte. Par exemple, il y a plusieurs données, il y a plusieurs textes. Non, 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 il y en a qui ont la connaissance, mais c'est la cupidité qui voudrait que tu as toi-même, tu sais que tu as acheté là. Comme mon voisin m'a appelé un matin pour me dire, il s'appelle Joël, mon fils s'appelle Joël. Donc tous les Joël sont mes fils, je m'en fous que tu sois. Je t'appelle mon fils parce que mon fils c'est Joël. Il m'appelle ma mère, viens, je viens, il me dit, depuis que je suis là derrière, là, j'ai l'impression que ce sera la route. Il n'y a pas, personne n'a pris. Donc pour faire notre barrière, on peut se mettre ensemble pour faire la barrière de derrière, on peut reculer. Il a parlé, je l'ai écouté, c'est bon, non. Le jour, on va casser. J'ai dit, ok, j'ai compris, mais jamais je ferai ça. Ça veut dire qu'il y aura un décalage entre sa barrière et la mienne. Lui, il va rentrer où il veut, mais moi, je vais rester comme ça, donc ce sera décalé comme ça. Moi, je n'irai pas. Un peu pour vous dire qu'il y en a qui sont conscients de leurs limites, mais ils veulent prendre un peu plus. Et c'est parce que l'organisation précède l'organisme aussi. Au Cameroun, c'est du provisoirement définitif qu'on a souvent. Et je l'ai dit, là, c'est... Mais là encore, c'est compliqué. Mais ils pensent même que c'est tracé. Je ne sais pas quel est le plan de l'urbanisme, de l'urbanisation dans... Je ne sais pas si c'est fait ou si ce n'est pas fait, mais quoi qu'il en soit, quand on te vend un espace, limite-toi à cet espace parce que la personne qui vend sait pourquoi elle a vendu. D'accord? C'est nous-mêmes qui cherchons qu'on nous casse quelquefois. Il y avait quelqu'un qui levait le doigt pour qu'on avance. Derrière, vous avez parlé déjà? Allez-y. Où ça va? On est même arrivé au niveau où je dis que je n'ai pas de permis de bâtir. Comment? Allons-y. Mon problème, c'est la question de l'externalisation des je dis que c'est peut-être mieux en Afrique que l'internalisation, c'est-à-dire faire subir directement aux entreprises le coût des effets négatifs qui découlent de leur position, plutôt que externaliser cela. Je prends l'exemple dans la capitale économique du Congo-Brazzaville. Chaque fois que je me réveille le matin, je me rendais compte qu'il y avait, dans la raffinerie, il y avait un feu qui brûlait. Et je pense que c'est temporaire. Je pense que c'est le pétrole là-bas. Donc le feu brûle, même quand il y a la pluie, même quand il n'y a pas de pluie. Mais si c'est pour le carburant, toutes les personnes qui vivent aux alentours n'ont pas de véhicule. C'est-à-dire que si on parle d'externalisation, il y a des gens qui subissent, qui n'en bénéficient pas, alors qu'il y a d'autres, certes, qui subissent, oui. Vous savez, j'ai dit ça à votre collègue la dernière fois et à un autre qui a un petit peu réagi. Vous savez, ces sociétés-là vont souvent très loin. Quelqu'un parlait d'une société qui gère les déchets, qui était très loin, mais les populations l'ont retrouvé. Parfois, ces sociétés vont très loin. C'est nous-mêmes qui les pourchassons. Si maintenant tu quittes, tu retrouves une société de raffinerie qui s'était pourtant éloignée. Elle a déjà implanté tout ce qu'elle a implanté. D'accord? Et toi, tu viens la retrouver. Parce qu'aucune société de raffinerie ne vient s'installer au centre de la ville. Aucune. Il y a toujours des quartiers qu'on appelle zones industrielles. Et les zones industrielles vont toujours très loin. Mais maintenant, les populations viennent au fil du temps les retrouver. Comment vous voulez qu'une société qui s'est déjà implantée se déplante? Maintenant, quand c'est le cas, on revoit maintenant certaines conditions. L'État peut, parce que cette société en s'implantant avait fait une étude d'impact environnemental. D'accord? Maintenant, c'était à une époque T plus 1, disons-le comme ça. T plus 3 ou plus 10, toute la population est venue l'environner. Vous voulez que j'ai comment? Et maintenant, vous allez dire qu'ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas de voiture. Ils marchent, ils ont des chevaux sur lesquels ils se déplacent dans la ville. Répondez simplement par oui ou non, hein. Allons-y pour avancer.
parce que je dois continuer mon cours. Ils ont des chevaux ou des vélos. Encore qu'avec le vélo, il faut l'air, il faut parfois graisser. C'est ça, n'est-ce pas? On graisse la chaîne. Alors, ils ont des vélos, ils ont des chevaux et ils marchent. Ils marchent. Ils n'ont jamais emprunté un véhicule. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'homme. Tout ce qui se fait sur un territoire est pour le bien de l'homme. J'ai dit ça la dernière fois. J'ai dit même les bombes, les quoi, Satan 1, Satan 2, là, de la Russie, là. C'est même pour vous. Pourquoi? Parce qu'il veut se protéger. Il veut protéger son pays d'une guerre. Pour pas qu'on vienne vous tuer. Il montre que c'est Satan 1, 2, 3, 10 et tout ça là. C'est pour vous encore qu'il y a le nucléaire. C'est pour l'homme. Grande tâche. Les raffineries et tout ça là, c'est pour vous. Si toi qui es à côté, tu n'as pas de voiture, quand tu vas aller quelque part, tu empruntes un véhicule qui prend le carburant qui te dérange à côté de chez toi. Maintenant, on est conscient qu'on ne peut rien sans détruire l'environnement. Mais c'est pourquoi j'ai dit, on jugule seulement les effets de la pollution. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de polluer. Retenez ça une bonne fois pour toutes. On ne peut pas s'empêcher, sinon on meurt tous et puis c'est fini. Pour toute chose, on doit payer. Il y a un revers pour toute chose. C'est pas par rapport, c'est pas pour le bien-être de vos futurs enfants et de vos futures femmes que vous êtes au Cameroun. S'il y a 10 ans, vous aurez dit, vous irez au Cameroun, les Camerounais ne vont pas vous saluer, vous donner les maisons. Vous aurez dit, ah, vous faites quoi? Mais vous saignez. C'est dans l'adversité comme ça que demain, quand vous allez rentrer, vous direz, ah, vous me voyez là, j'ai subi. Les Camerounais de Soa là, ah, ces gens-là. Il faut préciser de Soa. Oh. Non, pardon, il faut préciser rapidement de Soa. Parce que le Camerounais du Nord est très gentil. Il y a des Camerounais qui sont extrêmement... D'autres, c'est des gens, comme on dit souvent ici, hibou. D'autres, c'est des hibous. Que tu te demandes, c'est quand Dieu les réveille le matin, il prend la joie, il enlève de leur cœur, il jette et donne le reste. Et j'ai dit ça tout à l'heure, ça dépend. Être joyeux ne dépend que de nous. Donner un sourire qui ne coûte même pas, qui ne coûte rien du tout, dépend de nous.